Royal Company annonce le 5e symposium de la série Condition Report A Sense of Place, conçu pour la collaboration avec l'écrivain et professeur d'études romaines, Felwine Sarr. Mais le temps qui nous est imparti, la manière dont on affecte les lieux, dit qui nous sommes et qui nous voulons être. Donc du coup, cette préoccupation, elle me traverse dans mes essais et dans mon travail littéraire. Mais il y avait déjà aussi un travail à Rouen sur la question de la ville, du patrimoine, des archives, etc., etc., etc. Donc, on s'est rencontrés dans cet espace-là. Donc, la question des lieux et de la ville, on s'est rencontrés dans cet espace-là. Mais c'est surtout interroger notre rapport au monde et la place que nous occupons dans le monde. Et comment est-ce que nous définissons cette place-là? Comment nous la définissons de manière claire, de manière architecturale, de manière immatérielle, de manière matérielle, etc., etc. La seconde question, c'est que, effectivement, nous sommes les civilisations les plus anciennes. Ça veut dire que nous avons une vieille sagesse de ce que habiter veut dire. Ça veut dire que nous avons eu à faire face à une pluralité de défis. Donc nous avons produit des ressources pour faire face à ces défis-là. Donc du coup, dans un temps d'une crise écologique, il y a des écologies premières, il y a des ressources endogènes, il y a des savoir-faire, des savoir-être, des rapports aux vivants, qui sont dans l'ADN de nos sociétés, qui existent depuis très longtemps et qui font que nous sommes là. Et nous avons une manière, je dirais, plus ou moins intelligente d'habiter le monde. Aujourd'hui, on considère que nous sommes les moins industrialisés, mais on peut retourner la chose. Nous sommes ceux qui impactons le moins négativement le biotope. Et donc, de ce point de vue-là, on est les premiers. Nous sommes ceux qui avons les pratiques écologiques les plus saines, les plus avancées. Et donc, lorsqu'on cherche des solutions et des manières de faire différemment, lorsque la civilisation techno-scientifique est en crise et qu'elle se cherche des voies hautes, il y a une pluralité de ressources qui existent dans nos espaces, dans tous les domaines, quoi. Et ces savoir-être, ces savoir-faire, ces épistémologies endogènes, ces rapports aux vivants sont des ressources incroyables que nous devons remobiliser aussi. L'idée, ce n'est pas de retourner les nez dans un passé, mais de les réactiver et de voir en quoi elles peuvent être utiles à la réponse que nous devons apporter. Et les réponses que nous devons apporter ne sont pas simplement technoscientifiques. Elles ne sont pas simplement de cet acabit-là, quoi. Et là, on a énormément de ressources dans plusieurs terroirs et dans plusieurs rapports aux vivants qui existent dans nos espaces. Ils viennent de partout, je dirais, ils viennent de partout. Souvent, quoi, il y a des gens qui agissent sur leur terroir, donc qui ont des pratiques. Il y a des gens qui réfléchissent dans l'espace académique, il y a des artistes, etc. etc. quoi. Et donc les profils sont aussi trans et pluridisciplinaires. Et c'est ce qui permet un dialogue qui transcende les frontières et les disciplines, et les géographies et les pratiques. C'est Alioune Diop de Radio Sénégal. Merci, Bintou, Marie-Hélène, merci. Felwine, pour cosmopolitique et hospitalité, est-ce qu'on peut s'attendre à un paragraphe, en tout cas, ou des propos relatifs à la religion, si on tient compte du rôle des Lébou, quand il était question d'exiler Ahmadou Bamba, son passage à Dakar, mais aussi El Hadj Malick Sy, ce qu'il a fait pour pousser les populations à venir s'installer à la Médina, parce qu'il y avait la peste, quoi. Est-ce qu'éventuellement la religion peut être prise en compte pour ce thème-là, cosmopolitique et hospitalité? Merci. En fait, dans ce texte, je convoque l'anthropologue sénégalais Abdourahmane Seck, qui a travaillé sur des ressources du lien que les sociétés sénégalaises ont produites. Et il a travaillé sur 3 ressources importantes. Il a travaillé sur le mbok, donc il redéfinit le mbok. Et il définit le mbok au-delà de sa définition qui est liée à la parentèle. Ce que nous avons ensemble, la production du commun, du mbok. Et il montre comment est-ce que cette production-là, elle tisse des liens et elle fait société. Donc sur le site de religion, c'est religaré, c'est l'espace du lien transcendantal et vertical et des liens horizontaux. Le tissage des liens et les mécanismes que nos sociétés ont eu pour produire du lien et faire société, c'est peut-être une réflexion sur le liant, peut-être pas dans le sens religieux tel qu'on l'entend, mais dans son sphère communautaire. Je le convoque aussi autour de la notion de teranga. Il a défini au-delà de l'accueil et de l'hospitalité, il a défini comme un espace de réciprocité. En Wolof, quand on dit def ma ji teranga dama ko koy delloo, ça veut dire que s'il me procure de la teranga,
de la bienfaisance, je me sens obligé, je suis dans une relation de don et de contre-don, et je me sens tenu de lui rendre la bienfaisance démultipliée. Donc il réfléchit sur la teranga, mais en élargissant le concept de la teranga et en donnant un concept, une dimension philosophique. Donc je le convoquerai demain. Et il réfléchit sur la notion de hak, ce qui est dû à chaque chose. Le travail, hak l'idée, les relations de voisinage, et ce qu'il ne faut pas prendre par devers soi. Dans le commerce, dans la transaction, il y a une part qui revient à autrui, une part qui nous est interdite. Et comment, dans la création de la société, on respecte ce qui est dû à chaque entité. Et ces trois concepts-là sont hyper importants dans son travail d'anthropologue julien. Et je les convoque demain, vendredi, en pensant les ressources de l'hospitalité, en montrant qu'en fait, il y a des ressources légales, juridiques, intellectuelles qui existent. Il y a des ressources sociétales, donc comment faire l'hospitalité, comment accueillir. Et les sociétés, non seulement en produit, mais au Sénégal, de manière spécifique, il y a des ressources absolument intéressantes à ramener. Et oui, j'ai oublié, oui, je convoque le religieux, parce que j'ai oublié. Je convoque le religieux dans une réflexion sur la question de la fraternité. C'est-à-dire que si vous prenez les grands textes religieux, le Coran, la Bible, vous avez des récits d'une fraternité qui est contrariée. Caïn et Abel sont les deux premiers frères dans la mythologie chrétienne, mais Caïn tue Abel. Il y a de la rivalité, il y a de la jalousie. Rachel et Léa sont deux sœurs, les sœurs ennemies. Et la question de la fraternité, qui est difficile à accomplir. Donc du coup, je convoque les mythes religieux et pour réfléchir aussi à la fraternité et à la sororité. Comment est-ce qu'on crée dans les espaces qu'on appelle nos communautés de la République des liens mais fondamentalement fraternels et qui ne sont pas des fraternités contrariées, mais qui sont des fraternités libérées. Donc que j'avais oublié ça. Les pratiques performatives, c'était aussi une manière de réfléchir au corps comme premier espace d'hospitalité, au corps comme premier espace de mémoire, au corps comme première maison d'humanité. Voilà, donc au sein du symposium, comme ça, on a proposé de nouvelles formes qui ne sont pas juste des formes discursives, mais des formes qui convoquent tous les sens. Et c'est une manière de mettre en avant aussi d'autres savoirs qui n'ont pas été transmis que par la parole, mais voilà, par le conte, par exemple, storytelling, donc par la musique, par la danse ou le mouvement et tout ça. Bonjour, M. Sarr, Marie-Hélène également à Fatima et tout. Voilà, moi je voudrais revenir un peu sur la restitution du patrimoine africain présent dans les musées français. Est-ce qu'ils ne devront pas revenir dans l'état des lieux, c'est-à-dire revenir à la terre-mère africaine, ne serait-ce que pour la politique économique, voire autre chose? Merci. C'est Amiso Diawara, LDS TV. Ça ne fait pas tout, mais que le retour des œuvres est important pour plusieurs raisons. Pour des raisons d'histoire, de mémoire, de patrimoine, de savoir, de reconstruction de liens, de connexion avec les jeunes générations avec des formes matérielles qui disent la créativité des anciennes générations. Ces formes-là sont aussi des formes spirituelles des fois, elles sont des formes esthétiques, elles sont des formes artistiques. Elles ont eu plusieurs fonctions. Et surtout, j'ai vu qu'au Bénin, ils ont récupéré ce qu'ils appellent les trésors royaux d'Abodé. Ils ont développé une politique infrastructurelle qui lie la culture, le tourisme, les arts et l'économie. Et ils vont revitaliser des villes comme Ouida, ils vont faire des parcours de tourisme patrimonial. Et ils vont aussi reconnecter les jeunes béninois avec des formes matérielles issues de l'histoire ancienne. Et pour moi, la question, bien évidemment, c'est une question importante, mais c'est aussi une question de réfléchir à nouveau sur qu'est-ce qu'on fait de ces objets ou de ces sujets lorsqu'ils reviennent, comment on les réinvente, comment on les resocialise, et comment ils peuvent redynamiser des lieux, des espaces, des pratiques. Je suis entièrement d'accord. Après, c'est une question qui n'est pas simple, qui allie de la géopolitique, de la réflexion intellectuelle, historique, etc., de l'activisme, donc qui avance, je dirais, Caïn,
des petites avancées, des reculs, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que depuis quand même quelques années, le débat a été ravivé dans les espaces muséographiques. On a même réinterrogé ce qu'est un musée. Et le débat a été ravivé autour de l'importance du patrimoine culturel et l'importance de se le réapproprier dans plusieurs lieux, dans plusieurs endroits. Et il continue, quoi. Et il fait aussi l'objet d'une production artistique et d'une réflexion importante. Et j'ai lu récemment que le nouveau directeur du musée d'ici d'Association Royale avait fait un article dans la presse où il demandait que le Sénégal reprenne la question et qu'elle reformule des demandes et qu'elle réactive le processus. Parce que là-dessus, on n'est pas très proactif ici. Merci. Parmi les intervenants de ce symposium, il y a un monsieur qui s'appelle Sename Kofi Aboudouni, qui a créé l'Africaine de l'architecture. Et Sename a eu pour mission justement de repenser un musée où des objets seraient restitués dans son pays d'origine au Gabon. Et il a dû rentrer dans un processus de travail avec les communautés et les différents groupes ethniques qui habitent le territoire, qui sont sacrément nombreux, pour pouvoir réfléchir à la manière de montrer les objets dans ce contexte-là. Donc il y a beaucoup de questions autour de la manière dont on construit les lieux, la manière dont on construit les objets, les musées et les lieux de monstration de ces objets. Mais lui, il a mis l'accent plutôt sur le discours qui va être mis par nous autres sur ces objets. Ne pas réciter simplement le verbiage que l'on reçoit des musées qui nous restituent, parce qu'ils ont construit toute une épistémologie autour justement de la vie de ces objets et de leur histoire, mais comment les communautés qui les ont fabriqués, qui sont à l'origine de cela, peuvent aussi se les réapproprier et ensuite transmettre à la nouvelle génération. Parce que c'est de ça qu'il est question. Donc il a créé une sorte de groupe de réflexion où ces différents membres de communautés, les chapris, se sont impliqués, mais aussi les jeunes pour pouvoir interroger au mieux cette question. Et tout récemment, notre collègue, consoeur Mathie Diop, elle a fait ce film qui s'appelle Dahomey, qui rebondit sur ce dont parle Felwine autour du processus de restitution qui est en train de se faire au Bénin. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, mais c'est vrai qu'au niveau du Sénégal... Et pour ajouter juste un petit mot à ce qu'il vient de dire, parce qu'il a absolument raison, l'une des dimensions de la restitution, c'est de restituer la pluralité des sens. Et donc la question du discours est absolument fondamentale. Ces objets ont été pris dans un discours ethnographique. Donc ils ont été ethnographiés. Et la question c'est comment on les déséthnographie, comment on ne reprend pas la prose coloniale qui leur a été attribuée. Et comment justement on réouvre la pluralité des sens qui étaient les leurs, et comment on les resémantise. Donc la question du discours de qui dit quoi, c'est important, parce qu'une exposition c'est un discours. Et on a parlé des cultures africaines en dehors des Africains, en leur absence. Et donc du coup, les dispositifs, la scénographie, où on les met, c'est absolument fondamental. Et cette interrogation sur le musée aussi, elle est hyper importante, parce que ces objets n'ont pas été pris dans des musées. Ils ont été pris dans des lieux différents, des cours royales, des lieux sacrés, des demeures, etc. Et les sociétés africaines avaient des manières de patrimonialiser qui étaient plurielles. Elles avaient des manières d'activer le corps social par ces ressources-là, dans des endroits différents, en fonction de la fonctionnalité de l'objet. Donc on peut réinventer une manière beaucoup plus riche d'habiter les objets, de leur créer des foyers et des écologies. Le musée, c'est une des écologies, mais il est possible de penser plusieurs types d'écologies qui ne sont pas le musée. Et c'est aussi une manière de ne pas reproduire le dispositif colonial et de sortir de ce débat qui consiste à dire on vous les rend si vous êtes en mesure de reproduire vous-même les dispositifs que nous avons produits pour les habiter. Et pour moi, les enjeux les plus importants sont là en fait. C'est pas juste de dire on est capable de faire des musées comme les vôtres, mais on est capable de nous réapproprier un discours et d'ouvrir la pluralité des sens et de les habiter à nouveau. Et c'est absolument important ça. Exact. Merci. Au-delà de la question des musées ou des lieux qui vont accueillir et prendre ces objets, il y a aussi les lieux où on habite quotidiennement, tous les jours. Et il y a une préoccupation qui traverse les réflexions sur la ville africaine aujourd'hui. Je lisais il y a quelques semaines un article d'Afrique Magazine où une ville qui irait d'Abidjan à Lagos sur la côte, que la ville africaine est en train de se transformer. Vous avez invité beaucoup d'architectes, peut-être que c'est ou des gens qui sont dans la réflexion sur l'architecture. Aussi, ça au-delà du musée, des lieux qui accueillent les objets, des lieux que nous habitons tous les jours simplement,
nous mangeons, nous évoluons. La deuxième, c'est lié aussi à la question de la démographie. Et vous l'avez évoqué aussi dans un de vos livres, Photopia, sur la question de la démographie. Comment, avec la question démographique en Afrique, qui est une question très très importante, qui préoccupe, qui suscite des réflexions, comment lier la prise en charge de cette démographie-là avec la réflexion sur la manière d'habiter les lieux. Évidemment, s'il y a plus de monde, peut-être que la manière d'habiter les lieux va peut-être changer, ou en tout cas créera une réflexion. Comment intégrer cette réflexion sur la démographie liée aussi aux lieux que nous habitons au quotidien. Je n'ai pas envie d'anticiper sur la keynote de demain, mais effectivement, j'en parle dans mon texte de demain. On sera 2 milliards d'individus en 2050. Et en 2030, on a des villes comme... Donc le continent sera le continent le plus habité devant l'Inde et la Chine. Et on a des villes comme Lagos, comme Le Caire, comme Dakar, qui seront très peuplées. Et du coup, ça pose des problématiques intéressantes aux architectes, à la ville, aux gens qui font de la planification urbaine, la question des déchets solides, de l'écologie, des voies de communication et de toutes les communautés du vivre ensemble. Et comment, justement, habiter. Et même la question de la ville en elle-même, quoi. Donc ça repose cette question-là. Et peut-être, il y a toute une réflexion sur une métropolisation qu'il faut produire. Il faut produire des communs et des lieux nouveaux. Et comment on les fait en prenant en compte non seulement les dynamiques actuelles et les défis qui seront là, mais les défis à venir. Et c'est souvent là où on pêche. C'est dans la projection, dans le temps à venir. Et comment aujourd'hui on met en place des dispositifs. Mais je reviendrai là-dessus demain. On essuie notre deuxième transition. Il y a beaucoup cette idée dans la programmation de Rouen. Rouen existe depuis 10 ans. Beaucoup de choses se sont passées. On a eu l'occasion de pouvoir développer notre programme sur différents axes, à travers les symposiums, comme l'a dit Marie-Hélène, mais aussi poser la question de la place de l'institution dans le contexte. Et comment on fait sens dans le contexte dans lequel on s'inscrit. Et après autant d'années de pratique, comment on réinterroge et comment on repousse les limites de cette pratique-là. Donc il a été vraiment important de se poser la question du sens du lieu et de comment on est entré dans notre contexte. Et l'idée, c'était de faire au départ une académie, donc un programme au cours duquel on réfléchit avec plusieurs autres facultés, on accompagne des jeunes à pouvoir développer leur pratique autour d'un projet spécifique. Et Felwine a eu la bonne idée, il nous a encouragés à plutôt ouvrir cette question-là et à nous interroger en nous inscrivant dans une sorte de géopolitique où on pourrait inviter d'autres formes de pensée, d'autres personnes, d'autres contextes, d'autres géographies qui vont venir nourrir cette réflexion, qui vont venir aussi quelque part nous pousser de notre zone de confort et nous pousser à nous interroger sur la manière dont l'institution fonctionne aujourd'hui en 2024. Et ça a été un mouvement intéressant pour nous parce que ce symposium va donner lieu à différentes formes de conversation. On invite différentes géographies, différentes pratiques. On est à la fois dans la pratique artistique mais également dans beaucoup de réflexions. Et c'est le symposium qui va poser les bases de l'académie qui se déroulera au mois de juin, dont Felwine sera le directeur également. Mais c'est une nouvelle façon de fonctionner et de travailler aussi, réfléchir avec un large groupe de personnes et à partir de là, recentrer la réflexion et faire workshop ou en tout cas atelier. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci Hélène et merci Fatima. Donc, en fait, mon rôle est simple, c'est juste de vous entretenir des axes du symposium et d'en éclairer quelques-uns. En fait, le thème général, donc, comme vous l'avez entendu, c'est Sense of Places. Donc, l'idée a été de traduire état des lieux. On peut aussi dire le sens des lieux. Mais fondamentalement, c'est la question de comment habiter les lieux, comment habiter une pluralité de lieux. Donc, dans le premier axe, on va prendre la ville comme le lieu qui nous interroge. Donc, comment inventer la ville, la réinventer, donc l'habiter, la produire, comment elle se produit, quels sont les enjeux. Il y en a plusieurs. Il peut y avoir des enjeux de type architecturaux, urbanistiques. On peut interroger même ce locus dans l'espace du continent. Qu'est-ce que la ville signifie au fond et comment habiter au mieux de manière épanouissante ces espaces-là. Et quel serait le rôle des arts, de la culture, de nos manières d'habiter, de nos cultures, de nos rapports au monde, de nos cosmologies, dans le geste d'habiter un lieu que l'on appelle une ville.
Et demain, je reviendrai un peu plus largement là-dessus, lors de la keynote, sur la production mythique de la ville, et qu'est-ce que la ville signifie, quoi, l'espace. La ville, c'est une archive, et quelles sont la pluralité des sens et des significations que cette ville-là recèle. Il y a plusieurs niveaux de lecture de la ville, je reviendrai un peu là-dessus, mais c'est vraiment la question de habiter le lieu, un lieu qui s'appelle la ville. Et ça pose plein de questions, donc à l'intérieur de cet espace-là. Ensuite, il y aura un second axe. Donc la perspective est vraiment, comme l'a dit Fatima, transdisciplinaire. Donc il y aura plusieurs participants, une quarantaine qui viennent de géographies différentes. Il y a des chercheurs, il y a des artistes, il y a des praticiens, il y a des gens qui viennent de plusieurs formes de pratiques et qui vont se retrouver autour de tables rondes, autour de formes artistiques pour interroger ces questions-là. Le second axe, c'est un axe autour de l'écologie. Le premier lieu que l'on habite avant la ville, c'est le biotope, c'est d'abord la terre, c'est la nature, c'est le cosmos. Et souvent, on oublie que notre geste, notre fait civilisationnel, notre manière de l'habiter, a un impact fondamental sur notre être au monde. Donc du coup, dans cette question-là, quel rapport on entretient avec le vivant dans son ensemble, avec les communautés existantes, quel type d'écologie des liens on produit, c'est aussi une question que nous nous poserons demain. Donc habiter la ville, mais si on est là élargir la focale, habiter le monde, et on peut encore élargir la focale, habiter la nature, ou le vivant, ou le biotope. Et ces diverses manières d'habiter, elles s'emboîtent, elles s'enchevêtrent, elles sont liées les unes aux autres, elles s'affectent les unes aux autres. Donc la question de comment on partage cet espace-là avec plusieurs communautés et collectifs existants, et toutes les questions qu'elles posent, donc la question de l'écologie elle est fondamentale, mais c'est aussi la question de nos modes d'être, de notre civilisation, de notre fait civilisationnel, c'est aussi un axe qu'on va aborder. Ensuite, il y a l'idée des liens immatériels et intangibles. Dans une ville comme Dakar, dans sa mythologie, dans sa création, il y avait les 12 lieux, les 12 peintres, il y avait le Kdaour, il y avait des figures mythologiques et mythiques, Saint-Louis aussi. Beaucoup de villes ont été créées dans des espaces qui sont des espaces de l'imaginaire. Et la question des cosmologies, des cosmogonies, de ces ressources matricielles qui sont présentes, qui sont antérieures au fait colonial, et essentiellement on le verra, un certain nombre de villes africaines ont été bien marquées dans leur jeunesse par le fait colonial, mais les villes existent en Afrique avant le fait colonial. Et ça, je reviendrai là-dessus demain. Et elles ont des ressources mythologiques dans leur création. Une ville, c'est d'abord un espace que l'on délimite, un espace pour habiter. Et souvent, c'est un espace qui est sous la protection d'un génie tutélaire. Et la plupart des villes ont dans le récit de fondation des récits mythiques, des lieux préservés, des lieux sacrés, des lieux que l'on aborde en les séparant de la quotidienneté, des lieux qui sont les sources immatérielles du vivre ensemble. Il y a toute une mythologie à Ouakam, par exemple, autour de ce lieu-là. Et donc, comment est-ce qu'on articule ces liens intangibles et immatériels dans notre manière d'habiter les espaces, et comment on reconvoque ces ressources-là si on a envie de réinventer la ville, si on a envie de la préserver, si on a envie de l'habiter écologiquement, si on a envie de préserver des espaces de patrimoine dans la ville. Donc la question des liens, des intangibles, c'est une question absolument fondamentale. Et dire que nos vies ne sont pas juste faites de matière et de briques, elles sont aussi faites de représentations, de récits, de rêves, d'imaginaire. Et ça aussi, c'est une production de la vie, c'est une production sensible. Donc on peut aussi interroger ce que j'appelle une épistémologie du sensible. Sortir de la matérialité brute et articuler les différentes dimensions de l'existence d'un lieu. Donc ça, ce sera le troisième axe. Et il y aura un quatrième axe intitulé cosmopolitique de l'hospitalité. La question de l'hospitalité au sens large. L'hospitalité est une ressource que les sociétés ont depuis des temps immémoriaux d'accueillir celui qui vient, qui passe, qui reste pour longtemps et qui va s'installer, avec la grande sagesse de se dire qu'aujourd'hui on accueille, demain on peut être accueilli. Et que nous avons une condition de mouvement, de passant, et que des fois la vie humaine elle peut être vulnérabilisée et que l'on ait besoin de l'accueil. Sauf que cette idée-là, elle est en crise. Nous sommes dans un monde frontiérisé, nous sommes dans un monde qui produit des morts aux frontières, avec une manière d'habiter la terre qui est une manière tribale, chacun son espace de terre, son bout de terre qu'il défend, à contrario des autres, envers et contre tout. Et on a une difficulté à nous concevoir comme une communauté humaine. C'est-à-dire qu'on se conçoit à l'intérieur d'espaces qu'on appelle les États-nations et à l'intérieur d'espaces identitaires qui délimitent, qui délimitent et qui excluent. Et l'une des questions aujourd'hui, c'est comment on fait du monde, dans sa totalité, un espace hospitalier.
Et comment est-ce qu'on est global à ce qu'on appelle les migrants et leur assurer des droits inaliénables du fait de la reconnaissance fondamentale de leur appartenance à leur communauté. Et ceci, elle ouvrirait à des droits, à qui que ce soit. Et c'est ça l'idée de la cosmopolitique de l'hospitalité. Mais l'hospitalité, c'est aussi comment on articule les liens avec ceux qui appartiennent à la communauté. C'est aussi comment on redéfinit la communauté et comment on élargit la question de qui appartient à la communauté et c'est quoi la communauté. Et donc, du coup, on peut avoir une vision restreinte de la communauté, on peut avoir une vision large. On peut considérer que le social, c'est faire communauté avec le vivant, et que la communauté, ce n'est pas une communauté dessemblable, c'est une communauté du dissemblable. On peut réinterroger les fondements anthropologiques de comment nous faisons communauté, les imaginaires de la communauté, et en tirer des conclusions en termes d'habiter le monde, comment on habite un monde dans lequel nous aurions repensé la notion fondamentale de la communauté et la notion de l'hospitalité. C'est quoi un monde hospitalier? Et c'est très peu dire que le monde dans lequel nous sommes n'est pas hospitalier. C'est le monde de la destruction, de la dévastation, de la guerre de tous contre tous. Les exemples font légion. Et cette forme de pollution du monde est une conséquence aussi lointaine des imaginaires de la communauté qui sont les nôtres. Avec qui faisons-nous communauté? Généralement, on le fait de manière atavique avec les gens avec qui on partage la langue, le territoire, la biologie, la vision du monde. La communauté première est atavique. Et la question, c'est comment on sort de la communauté première et atavique et comment on articule des liens qui ouvrent et des liens qui libèrent et pas des liens qui clôt. Donc cette réflexion sur la cosmopolitique de l'hospitalité, elle est aussi une réflexion sur le lien, elle est aussi une réflexion sur l'écologie des liens. Donc elle traverse les deux autres axes. Elle est une réflexion sur l'intangible, elle est une réflexion sur l'habiter, sur comment on habite les lieux, comment on fait sens des lieux, et sur notre manière d'habiter le monde et la terre. Donc, je ne serai pas plus long, donc je me limite là sur ces 4 axes, et je suis disponible pour des questions de clarification. Donc, je vous redonne la parole. Je vais juste passer sur le dispositif, la vidéo et la manière dont on va commencer demain et après. Donc le bâtiment qui est dans le fond, au premier étage, c'est un lieu qui nous a été prêté gracieusement par l'université Cheikh Anta Diop qui s'est tout de suite mobilisé et le conservateur du musée, Laj Malik Biaye, il n'a pas hésité une seconde et il nous accompagne depuis. Donc on s'est installé dans cette salle-là et on a vraiment pensé ce lieu comme une salle de lecture à grande échelle. Donc on a un espace sur la droite qui va être l'espace de conférence. On pourra retransmettre en bas si jamais la capacité de l'espace ne permet pas que tout le monde soit en haut. Mais on a aussi